La table ronde, comment construire un module de formation adapté aux formateurs. Voilà, je vais commencer par vous raconter un peu comment ça va se passer. Il est 12h30. C'est les dernières tables rondes avant le déjeuner. Et ensuite, les autres tables rondes reprennent à 14h. Donc vous aurez le choix à 13h10, disons, on se donne 40 minutes, d'aller manger, ou bien si jamais ça nous intéresse tous, peut-être on peut continuer à discuter. Ou, voilà. Donc, comme vous voulez, mais du coup, on se dit jusqu'à 13h10, voire plus si on n'a pas faim. Donc, je vais commencer par présenter les personnes que vous avez face à vous. Ensuite, je me permettrai de faire une micro-introduction aux thématiques posées par cette table ronde, et ensuite, on laissera les personnes s'exprimer. Alors, donc, vous avez face à vous donc Florence Collin, qui est prof doc depuis 1996 en collège, et qui a été prof doc en collège et en lycée de région parisienne, et qui est depuis 5 ans formatrice à l'ESPÉ. Donc l'ESPÉ, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, École supérieure de professorat et de l'éducation, c'est l'institut qui forme les futurs enseignants. Donc l'ESPÉ de Créteil dans le parcours documentation. Et donc Madame Collin a participé à l'élaboration d'un MOOC pour l'EMI qui s'appelle Enseigner et former sur le numérique. Vous avez également Elsie Russier qui est qui est formatrice au Clémy National, formatrice au Clémy National, donc qui forme les formateurs régionaux qui vont former les profs dans les départements et dans les Clémy régionaux. Voilà. Madame Nicole Boubé, donc, qui est maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'ESPÉ Toulouse-Midi-Pyrénées, intégrée à l'université Toulouse Jean Jaurès. Et donc, il y a 3 ans, et c'est peut-être ça, on va aussi en parler, vous avez créé un master à distance, éducation aux médias à l'information, pour les enseignants du secondaire, un master qui est inédit en France aujourd'hui, ou presque. Et avant cela, vous étiez co-responsable d'un master qui forme les professeurs documentalistes. Et plus largement, vos travaux de recherche portent sur les pratiques médiatiques des jeunes, notamment en ce qui concerne la recherche d'informations. Et donc, pour finir, Monsieur Fabrice Audebrand, donc vous travaillez à l'ENPJJ, l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, qui est rattachée au ministère de la Justice et qui forme des éducateurs spécialisés, qui font soit un travail de rue, soit un travail dans des centres d'accueil. Donc votre titre exact, c'est que vous êtes responsable de l'unité d'appui à l'innovation pédagogique et chargé de la coopération internationale. C'est bien ça. Mais j'espère que vous ne m'en voudrez pas si je résume en disant que vous êtes notamment responsable de la formation des éducateurs et des contenus pédagogiques liés à l'éducation média à l'information à l'ENPJ. Voilà pour les présentations. Donc pour faire une courte introduction, donc, on va parler des modules de formation donc pour les formateurs, donc professeurs, éducateurs spécialisés, animateurs socioculturels, etc. Et quels sont leurs besoins ou leurs attentes en ce qui concerne l'éducation aux médias à l'information, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins et quelles sont les données dont ils ont besoin pour intervenir auprès de leurs jeunes ou de leurs moins jeunes. Donc pour faire un petit aparté. Donc moi j'aime bien qu'on emploie l'expression éducation aux médias et à l'information, parce que j'espère que vous m'en voudrez pas, mais je trouve c'est important d'inciter sur l'information, parce que l'éducation aux médias pour moi n'est pas là pour simplement raccrocher les jeunes aux médias institutionnels, mais pour leur apporter un regard critique et construire avec eux un regard critique sur l'information au sens plus large du terme. Peut-être que c'est important de rappeler aussi que l'éducation média à l'information a pris une place importante et occupe une place dans l'actualité ces derniers temps. Beaucoup de subventions également du gouvernement, peut-être que c'est important de le mentionner, et qu'elle a surtout connu cet envol peut-être après les attentats de Charlie Hebdo. Peut-être quelque chose dont il serait intéressant de mentionner, puisqu'on peut aussi constater qu'il y a différentes formes d'éducation aux médias à l'information, tournées plutôt dans une logique de prévention de la radicalisation parfois, d'esprit critique, de construction de l'esprit critique autrefois, même si ce n'est pas forcément contradictoire. Mais je me disais que c'était intéressant de le préciser. Et peut-être, et moi c'est le
la première chose sur laquelle j'aimerais vous interroger. Moi, je suis là et j'anime cette table ronde de par mon expérience de journaliste et du fait que j'ai fait une résidence de journaliste à Roubaix l'année dernière. Et donc, j'ai dû former des formateurs. Et ce qui est ressorti, c'est aussi et surtout le manque de légitimité des enseignants, des animateurs socioculturels et des éducateurs spécialisés face aux questions médiatiques qui peuvent être perçues comme une pente glissante, souvent pour les enseignants. Voilà. Et du coup, la première chose sur laquelle j'aimerais vous faire intervenir tous les quatre, donc peut-être une première question, si vous voulez rappeler peut-être ce qui, vous, dans vos parcours personnels, vous ont mené à l'éducation aux médias et à l'information. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes intéressé à ces sujets-là? Et peut-être enchaîner par, comme ça je fais 2 questions en une et on essaie de gagner un peu de temps. Selon vous, quelles sont les attentes des professeurs que vous avez en face de vous? Quels sont les besoins des professeurs? Est-ce que ces besoins ont évolué ces dernières années? Voilà. Je vous laisse maintenant la parole. Qui veut commencer? Moi, je veux bien commencer. Du coup, alors, qu'est-ce qui m'a amené à m'intéresser à l'éducation aux médias et à l'information? C'est tout simplement une évidence, c'est que je suis au départ professeur documentaliste, Et donc, quand on est professeur documentaliste dans l'éducation nationale, évidemment, on est sensibilisé à ces questions d'éducation aux médias et à l'information, et notamment très récemment, puisque notre circulaire de mission a évolué, on est désigné maintenant dans les établissements comme enseignant et maître d'œuvre de l'éducation aux médias et à l'information dans les établissements scolaires. Voilà. Et puis après, c'était une appétence personnelle pour la création. J'ai créé plusieurs médias scolaires avec des élèves. C'était des expériences à chaque fois assez enrichissantes et intéressantes. Et du coup, voilà ce qui m'amène aujourd'hui à avoir fait des formations dans le cadre de la formation continue des enseignants et maintenant de former des formateurs au CLEMI national. Voilà. Alors, c'est une question difficile. En fait, on reconstruit toujours une cohérence dans son parcours qui est parfois erratique. Hein, donc là, je vais être cohérente. Moi aussi, j'ai été professeure documentaliste il y a longtemps et puis j'ai fait une thèse et j'ai travaillé sur la recherche d'information des jeunes et puis ensuite sur les pratiques d'information d'actualité. Tout ça m'a donné envie de travailler, bien sûr, de développer l'éducation aux médias. Je ne parle pas de l'éducation que l'on fait auprès des professeurs documentalistes, qui là est obligatoire à l'institution, nous demande de la mettre en place. L'éducation aux médias, il y a le CLEMI, mais ensuite, il n'y a pas grand-chose. Donc j'avais envie pour des enseignants déjà titulaires, qui souhaitaient en plus avoir un niveau master, de mettre en place un master éducation aux médias et à l'information, ce qui était quand même ce qui n'est pas simple et pas évident, moins évident que la formation qu'on peut faire auprès des professeurs documentalistes. Et nous, l'éducation à l'information, et je m'arrêterai là, l'éducation à l'information, on ne l'aborde pas tout à fait comme vous. Elle est de façon historique menée par les bibliothécaires universitaires et professeurs documentalistes dans le secondaire et avec d'autres finalités, mais qui aujourd'hui convergent avec l'éducation aux médias. Bon, voilà, en gros. Pour moi, je suis professeur documentaliste aussi. Tu n'es pas professeur documentaliste? Non, mais c'est bien, ça va. C'est presque pas loin, donc ça changera, c'est bien. On va passer des trajets. Moi, ce qui m'a intéressée très tôt, alors je suis plutôt rentrée par l'éducation à l'information, dans l'éducation aux médias et à l'information, c'est tout ce qui est lié aux inégalités sociales qui se retrouvent énormément chez les élèves dans leur capacité à accéder à l'information et à l'utiliser. Puisque moi, ce que je trouve très intéressant dans l'EMI, c'est ce qui sous-entend le discours institutionnel quand même, c'est à travers ces compétences qu'on travaille avec eux, l'idée qu'on forme des citoyens. Ça veut dire que ce qu'on leur apprend à l'école doit leur servir plus tard. Et ça, c'est un peu ce qui bloque quand même beaucoup entre le discours institutionnel, mais je laisserai Nicole Boubet parler des pratiques informelles des élèves. Mais en tout cas, on a deux cultures qui s'affrontent. Et ce qu'on disait tout à l'heure sur la théorie du complot, on le retrouve aussi sur l'éducation aux médias et à l'information, c'est-à-dire qu'ils ont leurs pratiques. Nous, on a un joli discours institutionnel pour leur expliquer comment faire. Et finalement, ils nous écoutent gentiment quand ils sont en cours. Et une fois qu'ils sont rentrés chez eux, ils réutilisent les pratiques qu'ils utilisaient en dehors, qui sont pour eux en tout cas très efficaces.
Et on sait très bien qu'en fonction des socialisations familiales, tous les élèves, alors il n'y a plus de problème d'accès vraiment, mais un problème d'utiliser cette information qu'on voit beaucoup dans le domaine de l'orientation et qui fait qu'après, les élèves continuent à s'informer ou se former ou pas. Et le deuxième accès qui m'intéresse, et là plus du côté médiatique, c'est que si on veut utiliser l'outil, il faut comprendre comment il fonctionne. Et j'ai toujours beaucoup axé aussi sur l'économie des médias et surtout l'économie des industries culturelles, puisque maintenant les élèves s'informent aussi à travers Facebook, à travers YouTube. Et c'est intéressant de leur montrer que même si l'accès est gratuit, c'est des gens, c'est des entreprises privées qui doivent aussi gagner de l'argent par rapport aux services qu'ils proposent aux élèves. Très bien. Donc, non, je vous confirme, je ne suis pas... Mais par contre, j'ai fait des études il y a des années d'information de communication, ce qui sous-entend peut-être que je suis intéressé par le secteur. Et surtout, je suis rentré il y a presque 20 ans donc, au ministère de la Justice pour être enseignant auprès des mineurs sous main de justice. Donc, ça veut dire en gros les mineurs délinquants. Pour travailler avec eux un certain nombre de sujets. Et c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé l'éducation média, ce qui était le début des réseaux sociaux, etc., pour travailler avec eux et faire des activités qui permettaient de les tenir un petit peu en place, de structurer leur pensée et de leur penser à l'avenir. Et depuis, j'ai donc intégré l'école qui forme tous ces personnels éducatifs qui œuvrent auprès de ces mineurs, qui est installée à Roubaix, c'est pas par hasard. Et avec le temps, je suis devenu un des spécialistes de notre institution. On a d'autres, il y en a quelques-uns d'autres dans la salle. Mais je suis devenu spécialiste d'institution, effectivement, de l'éducation média, spécialement dédiée, effectivement, aux mineurs en difficulté avec la loi et ou en difficulté avec l'école, ce qui souvent revient un tout petit peu au même. Et donc, effectivement, c'est une évidence de développer des expertises auprès des éducateurs sur ces questions-là, pour deux raisons. D'une part, puisque l'éducateur doit prendre en charge globalement l'enfant dans toutes ses composantes, il est bien obligé de s'intéresser à la façon dont les enfants et les adolescents, effectivement, acquièrent de la culture, s'intéressent au monde qui les entoure, créent des liens. Donc avoir effectivement une vision générale des consommations culturelles, médiatiques, numériques des adolescents, c'est un peu évident, ça fait partie effectivement des éléments constitutifs de la personnalité, donc les éducateurs doivent être formés à ça, même s'ils ne le veulent pas trop. Et puis il y a une autre raison, mais ça a été évoqué effectivement à l'instant, c'est que les attentats de ces 2 dernières années ont montré qu'en tout cas chez les jeunes, il y avait une systématicité de la relation entre consommation médiatique et de mauvais médias, et effectivement processus de radicalisation. Donc dans le cadre des missions qui nous incombent de prévention de la radicalisation des mineurs, nous sommes obligés effectivement d'avoir une veille très particulière sur les modes de consommation médiatique des jeunes. Si vous voulez réagir, rebondir là-dessus, sur vous, dans les enseignants que vous pouvez former ou que vous pouvez côtoyer, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des attentes particulières qui émergent, des besoins de la part des enseignants, que ce soit des profs documentalistes ou des profs peut-être de secondaire ? Alors je dirais que, en tout cas pour le Clémy, c'est un fonctionnement assez spécifique, puisque ça fait quand même plus de 30 ans que le Clémy intervient sur ces questions-là dans l'éducation nationale. Donc il y a un Clémy national, on va dire, et ensuite il y a ce qu'on appelle des correspondants ou des coordonnateurs académiques qui en fait irriguent le territoire. Et qui, eux, vont mettre en place, en fonction des besoins des territoires et puis on va dire des spécificités aussi qu'il peut y avoir à chaque fois, eux, ils vont mettre en place des formations adaptées. Et un des grands enjeux et une des grandes difficultés, c'est qu'on va être amené à former l'ensemble des enseignants sur ces questions-là de l'éducation aux médias et à l'information, c'est-à-dire les enseignants du premier degré, du second degré et toutes disciplines confondues. Donc c'est-à-dire que c'est un chantier énorme. Et évidemment, les attentes des enseignants, elles sont aussi énormes, puisque l'EMI est entré dans les programmes assez récemment. Et donc, finalement, tout est à construire, même si on en parlait tout à l'heure, souvent les enseignants font de l'EMI sans forcément s'en rendre compte ou sans forcément le formaliser. Donc les attentes des enseignants, elles sont à la fois, je pense, dans la formalisation ou peut-être accéder à des fondamentaux de l'éducation aux médias, mais il y a aussi une forte attente
au niveau des partenariats justement qui peuvent être créés dans les territoires, notamment avec la PQR, avec les associations d'éducation populaire, etc. Et nous, en tout cas le CLEMI, le rôle qu'il a spécifiquement, c'est vraiment d'encourager ces coopérations et ces partenariats qui, à mon sens, sont indispensables dans le cadre de la formation en EMI. Alors, moi, j'avais fait l'hypothèse que les enseignants, quand j'ai construit le master M2MI, n'avaient pas suffisamment de connaissances sur les approches théoriques des médias, des pratiques médiatiques. Et donc, le média est construit de façon à faire ses apports. Et on a une quinzaine d'enseignants chercheurs, mais aussi journalistes, parce que c'est aussi important que dans la formation, ce que j'appelle la formation théorique, il y ait des enseignants-chercheurs sur diverses thématiques, parce que les médias, c'est compliqué, donc il y a énormément de thématiques pour analyser les médias ou les pratiques médiatiques, et les journalistes aussi, qui rendent compte des difficultés de leur métier, qui en plus mettent les enseignants en situation eux-mêmes de produire, avant qu'eux-mêmes le demandent à leurs élèves. Donc, et quand je vois ce que disent les enseignants à la sortie du média, ils disent je suis plus pointu, j'ai découvert plein de choses. Donc effectivement, je pense qu'un des premiers besoins, c'est de les doter de connaissances sur ces approches théoriques. Et le deuxième besoin, c'est d'arriver à articuler pour travailler des séances ou des séquences EMI. Parce que ma conviction aujourd'hui, mais pas que moi, on voit aussi dans les travaux, dans les revues internationales, ou particulièrement, parce qu'il y a quand même, les chercheurs sont plus nombreux, il y a plus de revues, donc on peut retrouver des échos de ses propres pensées, voir s'en inspirer. C'est qu'aujourd'hui, l'éducation aux médias, ce n'est pas simplement... l'enseignant ne peut pas choisir simplement une approche. Par exemple, analyser un message médiatique comme un langage et comprendre qu'il y a une signification qui a été donnée, ou bien une approche qui est autour des représentations médiatiques de différents groupes sociaux, ou enfin une approche critique basée sur la socio-économie, et notamment des industries de l'accès, du contenu et de la relation que nous avons. Désormais, l'éducation aux médias et à l'information, c'est vraiment, justement, on ne peut plus choisir. Il faut enseigner toutes ces approches, elles sont interdépendantes, et d'où ça renforce l'obligation d'avoir beaucoup de formation et de connaissances théoriques là-dessus. Voilà, en termes de... moi, je verrais deux choses qui empêchent peut-être les enseignants de mettre en place l'EMI dans leurs cours. Le premier, c'est le temps, puisque c'est une éducation aux médias et à l'information, c'est pas un programme, donc ils n'ont pas d'heures dédiées, sauf pour les vénards qui ont pu mettre en place une classe média, auquel cas ils ont 1 heure par semaine, mais sinon c'est un peu difficile. Donc c'était très simple quand finalement, pendant très longtemps, les enseignants faisaient de l'éducation par les médias, c'est-à-dire qu'on faisait rédiger un article aux élèves, mais en fait pour les faire écrire. Donc tant qu'on utilisait les médias comme moyen, ça allait très bien. Maintenant qu'on leur demande de faire de l'éducation aux médias, ils ne voient pas tous quels sont les rapports avec leur discipline, et ils ont très peur de perdre du temps et de ne pas finir le programme. Donc ça, c'est vraiment un travail de fond que de leur montrer qu'on peut tout à fait croiser les compétences et les attentes de l'EMI avec les cours. Ça, c'est assez facile en sciences, justement, par exemple, autour de tout ce qui est fiabilité de l'information, recherche scientifique, débat, controverse. En tout cas, c'est des choses à travailler. Et la deuxième chose, comme les enseignants sont souvent aussi d'anciens bons élèves, ils ont besoin d'une légitimité, ils ont besoin d'être sûrs de réussir avant de se lancer. Donc là, c'est l'intérêt aussi de passer par le CLEMI, de passer par des partenariats, donc des gens extérieurs qui viennent pour travailler avec eux. C'est aussi ce qu'on essaye de faire, nous, à travers le MOOC, c'est-à-dire leur donner des ressources. Mais ce qu'on essaye surtout de faire, c'est de les mettre en activité et de les aider à rencontrer des gens extérieurs aussi à l'éducation nationale. On travaille avec le ministère de l'Agriculture, on travaille avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, avec des bibliothécaires, avec des réseaux francophones. L'idée, c'est de les mettre en situation et de leur faire expérimenter, puisque maintenant un média, c'est aussi numérique,
quelle application numérique je peux utiliser, quel projet je peux monter. Donc on leur propose des séances pédagogiques clés en main s'ils le veulent, mais ce que font aussi d'autres personnes. Mais surtout d'essayer ensemble d'écrire un article Wikipédia, de faire venir un journaliste en classe, qu'est-ce qu'on fait, etc. etc. Voilà, je pense que c'est ces deux choses-là qui freinent beaucoup les enseignants pour la mise en place de cette EMI en classe. Alors, au niveau du ministère de la Justice, les deux difficultés qu'on peut rencontrer auprès de nos professionnels concernant l'éducation média et l'information, c'est d'une part, là, on a des publics qui ne se sentent pas concernés par le sujet dans un premier temps. Et une fois effectivement qu'on arrive à les concerner par le sujet, ils se sentent dépassés par le sujet et pas légitimes à intervenir. Donc je m'explique un petit peu, pas intéressés parce qu'effectivement on les forme à prendre en charge les mineurs de manière globale et donc à regarder les problématiques qui sont venues chez nous, qui sont en général des problématiques de maltraitance familiale, de passage à l'acte délinquant, des choses comme ça. Et du coup, se demander effectivement qu'est-ce que les jeunes lisent le journal ou qu'est-ce qu'ils regardent sur Facebook ou quelle information ils récupèrent sur YouTube. Ça n'est pas considéré comme une question première. Et pour autant, effectivement, on leur explique que c'est une question qui est tout aussi légitime et tout aussi importante que d'autres, puisqu'effectivement, si on doit s'intéresser à la personnalité du mineur, il faut qu'on s'intéresse effectivement à ce qui l'intéresse lui. Et justement, les consommations médiatiques, c'est un excellent témoignage de ce que sont ces centres d'intérêt. Et en même temps, effectivement, ces centres d'intérêt, du coup, deviennent des ressources, deviennent des leviers, effectivement, pour l'encourager à faire des choses positives. Et donc, effectivement, plus on en sait effectivement, sur les consommations médiatiques des jeunes, plus on est en capacité d'échanger avec lui, de rentrer en relation et de l'aider à construire des projets. En fait, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle des centres de jour, qui sont des toutes petites écoles, mais on a des taux d'encadrement que n'importe quel enseignant nous voudrait, quoi. On arrive à avoir un enseignant pour trois élèves ou des choses comme ça, ce qui nous permet effectivement dans des processus d'accompagnement individualisé extrêmement importants, mais qui s'appuient effectivement sur des pédagogies de projet où on est en capacité de voir ce que les jeunes aiment. Et les médias, du coup, ça devient une source d'information importante. Donc quand on arrive à retourner la situation, effectivement, les éducateurs se disent « Ah oui, effectivement, l'éducation média, ça peut être un outil éducatif très intéressant. » Sauf qu'une fois qu'on rentre là-dedans, ils disent « Ouais, mais est-ce que je suis légitime pour intervenir ? Je ne suis pas prof, je ne suis pas enseignant, j'aurais eu le droit pendant ma formation initiale à quelques heures d'enseignement sur le sujet, et en formation continue, un stage de temps en temps. Est-ce que ça me dote suffisamment pour être en capacité d'intervenir dans le fond et de manière professionnelle sur ces questions-là ? » C'est-à-dire quand on les renvoie effectivement sur Facebook ou sur les blogs, est-ce que j'ai suffisamment de matière pour pouvoir, devant ces jeunes qui sont difficiles et qui sont quand même en échec scolaire, développer les pédagogies nécessaires à construire un blog avec eux, pouvoir effectivement du coup travailler le fond éditorial, mais aussi pouvoir dépasser les problématiques techniques sur lesquelles je ne veux pas être rendu ridicule par les élèves, parce que aussi, ça aussi, dans la relation élève-prof, il ne faut pas que le prof se trompe quand il construit quelque chose avec l'enfant, sinon on a vite fait de se faire moquer. Donc il y a tout ça qui se joue. Donc en fait, on essaye effectivement de les mettre en confiance, mais c'est pas quelque chose de facile. Donc du coup, tout l'intérêt de développer avec tous les partenaires, parce qu'on ne peut pas le faire tout seul, effectivement, des activités qui fassent vraiment sens et qui soient construites de manière professionnelle. Vous avez un peu commencé à aborder le sujet, mais l'autre question que je voudrais vous poser, au-delà peut-être des besoins et des attentes, c'est est-ce que, selon vous, il y a une approche pédagogique vis-à-vis de l'éducation média à l'info qu'il s'agit de transmettre aux enseignants et je précise un peu ma question. Est-ce que, par exemple, on va être dans une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire la question de l'éducation média à l'info va infuser toutes les autres matières, ou est-ce qu'on va vraiment créer une matière, c'est-à-dire qui ne va traiter que de ça est-ce que ça s'enseigne comme une matière comme les autres, ou est-ce que ça participe un peu de tout ça? Est-ce qu'il y a une pédagogie particulière? Alors, c'est pas, en tout cas dans le choix qui a été fait par le système éducatif français, c'est non pas d'en faire une discipline scolaire à proprement parler, mais ce qu'on appelle, c'est un enseignement, enfin c'est une éducation comme il peut y avoir une éducation au développement durable, etc. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose d'interdisciplinaire. C'est-à-dire là aussi on va retrouver des éléments de MI dans chaque discipline. En fait, on peut traiter de l'éducation aux médias et à l'information au travers des sciences, au travers de l'histoire-géographie, au travers des lettres, etc. Mais c'est aussi, en fait, il y a un programme spécifique depuis la réforme du collège, donc éducation aux médias et à l'information, effectivement sans horaire dédié. C'est-à-dire que
les enseignants sont incités à faire l'éducation aux médias et à l'information, mais l'incitation est sans moyens horaires. Donc c'est à chacun de se saisir de ces problématiques-là. Et évidemment, l'idée qui sous-tend ça, c'est qu'il faut travailler en interdisciplinarité. C'est-à-dire que faire de l'EMI, c'est aussi, du coup, forcément travailler avec plusieurs disciplines et de façon privilégiée avec le professeur documentaliste. Et puis, comme je le dis souvent, l'éducation aux médias et à l'information, c'est pas forcément quelque chose de... On n'est pas obligé de faire des projets incroyables. On peut faire de l'éducation aux médias et à l'information avec un papier et un crayon. Et on peut en faire 1 heure dans la semaine et puis revenir sur d'autres thématiques plus tard. Il y a ça aussi qu'il faut montrer aux enseignants, c'est que on n'est pas obligé d'avoir des ambitions incroyables, ou c'est pas forcément des choses qui sont qu'on peut mettre vraiment en valeur, mais on peut faire de l'EMI vraiment au quotidien au travers de ces disciplines. C'est très bien dit, je n'ai pas ajouté grand-chose, hein, mais si ce n'est que préciser, c'est vrai que un peu historiquement, on est plutôt dans la pédagogie du faire avec l'éducation aux médias. Bien sûr, ça reste toujours, mais il ne faut rien s'interdire. Enfin, il n'y a pas une modalité de transmission qui soit meilleure qu'une autre. Il faut simplement que cette modalité, l'objectif soit bien pensé, si possible original. J'aimerais bien qu'on revienne après là-dessus. Et que tout soit bien explicite pour les élèves. Voilà, il n'y a pas une méthode à favoriser, même si la pédagogie du faire, est importante, bien sûr, a toujours été reconnue comme importante. Moi, je voudrais insister sur cette idée d'expliciter aux élèves ce qu'on fait. Parce que souvent, quand on fait de l'éducation aux médias ou de l'éducation à l'information à travers une recherche documentaire, le principe pédagogique de base, c'est de développer ce qu'on appelle une pédagogie active, ou en tout cas essayer de mettre les élèves en activité. Le problème de cette pédagogie-là, c'est que souvent le faire prend le pas sur ce qu'on veut leur apprendre derrière. Une rencontre avec un journaliste, par exemple, si on leur dit juste qu'on rencontre un journaliste, voilà, ils posent des questions pendant 1 heure, tout le monde est content, tout le monde repart. Si on ne leur dit pas, on va rencontrer un journaliste pour que vous compreniez que l'information, il y a un vrai travail, une éthique, un travail derrière, que l'information est évaluée avant d'être produite, etc. C'est quelque chose qu'ils ne verront pas forcément si ça reste dans l'implicite du discours. Certains élèves s'en empareront, mais finalement, c'est ceux qui en ont le plus besoin qui ne le verront pas. Et moi, j'insiste beaucoup en formation avec, là, du coup, mes professeurs documentalistes en venir, sur l'obligation de dire vraiment aux élèves ce qu'on a travaillé à travers l'activité qui a été faite pendant l'heure. Écrire un article Wikipédia, c'est aussi une façon de voir que l'information est sourcée, de comprendre comment l'outil qu'ils utilisent régulièrement est fabriqué, de suivre les limites de la liberté d'expression quand on s'exprime sur Internet, etc. Mais si on ne leur dit pas, eux, ce qu'ils auront fait pendant 1 heure, c'est écrire sur Wikipédia comme ils écriraient pour eux. Et si on n'explicite pas ce qu'on veut faire avec eux, quelles sont vraiment les choses importantes qu'on travaille derrière, dans ce cas-là, ils ne peuvent pas s'en emparer, ils ne peuvent pas se positionner par rapport à ce qu'on leur demandait. Et ce sera plus difficile pour eux de reconvoquer ce travail-là après. Donc c'est vraiment, moi j'ai envie de dire, quelle que soit la pédagogie utilisée, ce qui est important, c'est de leur dire vraiment ce qu'on a voulu faire avec eux et ce qu'on veut qu'ils apprennent. Alors pour la PJJ, les problématiques se posent un petit peu différemment puisqu'on ne forme pas d'enseignants, on forme des éducateurs. Pour autant, on a été obligé effectivement de penser comment s'intègre l'EMI dans nos modalités globales de prise en charge. Donc d'une part, effectivement, je rappuie parce que pour nous c'est une volonté, si on développe ces activités, c'est justement parce que ça permet la pédagogie active et donc ça permet effectivement aux jeunes d'en le faire. Or ces jeunes-là, effectivement, on peut les prendre en charge correctement que dans cet accompagnement, effectivement, dans l'activité, parce que la simple mise en réflexion, effectivement, est un petit peu un échec pour eux et renvoie en plus à des choses douloureuses, donc on est obligé de passer par d'autres choses. On essaye justement de ne pas reproduire le modèle scolaire, tout en faisant du scolaire quand même, mais c'est un enjeu de ne pas être dans un orientement scolaire, histoire qu'ils puissent adhérer un petit peu au projet qu'on est en train de construire pour eux. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, ça rentre du coup pour nous dans une politique beaucoup plus globale de médiation culturelle, médiation sportive, médiation artistique, culture scientifique et technique. Nous, c'est plutôt ces champs-là, et médiation scolaire, c'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas de l'école, on fait du raccompagnement vers l'école, donc on est dans un processus de médiation. Donc on rentre là-dedans, et par contre, effectivement, on a des gros enjeux, nous, de
pluridisciplinarité, mais qui ne sont pas liées à une relation avec des enseignements en histoire, ou des enseignements en mathématiques, etc. Et les autres, c'est que nous, tout ce qu'on fait, ça a de toute façon une visée essentiellement éducative avant pédagogique. Et donc, nous, le travail des éducateurs, effectivement, c'est de lier ces activités-là, y compris des rencontres qu'on peut faire avec des gens du Clémy ou avec des journalistes, avec effectivement le sens de la mission éducative qui nous est confiée. Un exemple que tout le monde va comprendre, on a un certain nombre de jeunes qui sont confiés dans le service pour apologie du terrorisme. Alors bien souvent, apologie du terrorisme, pour un magistrat, pour le jeune, c'est très simple, c'est que tout d'un coup, sur son Facebook, il écrit « Je ne suis pas Charlie ». Or, vu les politiques pénales en cours, effectivement, aucun magistrat ne laissera pas passer ça, même pour un mineur. Donc du coup, effectivement, tous ces mineurs dont on n'est pas dupe, et le magistrat n'est pas dupe non plus, on sait que la dangerosité est extrêmement limitée, et c'est un coup d'humeur, c'est une incompréhension, c'est un abus de langage, sauf que vu que c'est sous le coup de la loi, ces jeunes nous sont confiés. Et donc du coup, tout l'intérêt de développer une prise en charge intéressante, c'est bien de faire l'éducation média avec ces mineurs, pour leur expliquer effectivement qu'est-ce que ça veut dire poster un truc sur Facebook, qu'est-ce que ça veut dire effectivement de rentrer dans un débat de journalistes qui nous échappe peut-être, etc. Donc on le fait pour qu'il lui développe sa pensée critique, mais en même temps pour pouvoir avoir les éléments d'information qu'on va transmettre au magistrat pour lui dire on a la certitude que c'est juste une bêtise d'adolescent, ce n'est pas un acte volontaire effectivement de s'opposer à la loi. Et donc on lie ensemble l'activité effectivement d'éducation média avec une activité éducative de diagnostic de la dangerosité. Et on essaye de faire les dons comme ça. C'est comme ça qu'on construit une pluridisciplinarité. Vous avez été plusieurs à parler de la venue des journalistes. Moi, une question que j'aimerais aborder avec vous, c'est du coup, dans justement les modules de formation que vous proposez ou dans les différentes formes d'enseigner l'éducation média à l'information, est-ce que vous voyez une place pour le journaliste? Si oui, laquelle? Ou la journaliste? Comment peuvent s'intégrer les journalistes à ces modules-là? C'est plus ça, là. Est-ce que ça a de l'utilité? Non, au revoir. Bien sûr, je vais commencer par répondre. On va changer de sens un petit peu. Non, en fait, c'est relativement simple. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a quand même des personnels qui, du coup, sont sidérés quand on leur dit « vous allez faire l'éducation média avec les jeunes ». Ils nous regardent comme ça, avec des grands yeux, tout ça. Donc, du coup, on leur dit « oui, quand on vous dit ça, effectivement, on va vous donner des outils pour, comme d'habitude, construire des activités. Construire des activités, c'est peut-être que certains d'entre vous ont les capacités de les mener, mais surtout, effectivement, on va vous mener vers les partenaires qui sont en capacité de mener utilement ces activités auprès des jeunes. Donc, du coup, effectivement, on invite nos professionnels à travailler avec les professionnels d'éducation média, le Clémy, Canopé, effectivement, parce qu'il y a des outils intérieurs, et effectivement, de faire venir les journalistes pour mener des projets à long terme. Par contre, ce qu'on leur enseigne, c'est attention. Quand vous prenez ces spécialistes, vous devez les choisir correctement de façon à ce qu'ils assurent à la fois leur activité pédagogique, ce qui est leur fond eux, mais aussi votre activité éducative. C'est-à-dire, on dit bien aux éducateurs, prenez pas un journaliste, enfermez-le dans une salle avec quatre mains et revenez voir le lendemain comment ça s'est passé. C'est soyez là avec les journalistes, construisez ensemble avec eux un projet qui assure à la fois nos objectifs pédagogiques, qui pour le coup sont communs, développer l'esprit critique, décoder les images, comprendre effectivement comment se construit des vérités, etc. Ça c'est une chose, mais effectivement dans l'interaction qui se construit avec les jeunes et le journaliste, prendre l'ensemble des éléments de diagnostic dont nous avons besoin pour rendre compte à l'autorité judiciaire, effectivement, de l'évolution des mineurs. Donc on dit bien aux gens, choisissez les bons journalistes qui soient sensibles à ce public spécifique qu'ils vont rencontrer et apprenez à travailler avec eux. Ce n'est pas juste des temps, on aime bien utiliser le mot occupationnel, c'est pas juste un temps occupationnel, on vend une activité qu'on propose aux jeunes et pendant ce temps on peut aller faire autre chose, c'est bien effectivement quelque chose qui se co-construit et on prend des spécialistes, par exemple des journalistes, parce qu'ils sont les plus à l'aise pour aborder ces sujets et les plus compétents pour mener des activités qui sont pertinentes. Par contre, effectivement, il reste à l'éducateur d'accompagner la dimension éducative de tout ça. Donc oui, nous encourageons, et d'ailleurs, vous savez très bien qu'on fait intervenir des journalistes chez nous, nous encourageons effectivement les journalistes, les éducateurs, à se rapprocher des journalistes qui sont en capacité de les aider. Moi, je dirais juste que... moi, je trouve ça toujours intéressant d'amener des discours extérieurs à l'école, dans l'école, pour justement ouvrir un peu les points de vue et que les élèves voient qu'une préoccupation qui leur est donnée par l'éducation nationale, c'est pas forcément juste un hobby interne à l'école, mais que ça a des répercussions aussi à l'extérieur. Ou alors qu'on peut avoir des points de vue différents sur un même sujet et ça nous apprend aussi la pluralité des points de vue, donc c'est intéressant. Et après, il y a toutes les difficultés qui sont inhérentes à un partenariat avec quelqu'un qui n'est pas dans l'école et qui n'est pas forcément au fait des difficultés de trouver des heures et des objectifs. Mais ça, c'est ce que vous venez de dire, c'est s'il y a une discussion et un vrai projet travaillé, pourquoi pas.
Alors moi, je répondrai en 2 temps, puis deux points très différents. Il se trouve que c'est un master, éducation aux médias à l'info, et donc il y a des travaux de recherche. Et l'an dernier, nous avons une étudiante qui a fait un travail sur justement les journalistes intervenant auprès des élèves en éducation aux médias. Travaux intéressants, et puis en plus c'était très bien fait. Elle va poursuivre en thèse sur cette question, et donc elle pourra répondre dans 3 ou 4 ans à cette question. Moi, je ne sais pas. Mais par contre, elle s'est posé la question de ce que faisait l'éducation aux médias aux journalistes quand ils allaient dans... et notamment, elle a montré qu'il confirmait, il s'agit de Nathalie Noailles, encadrée par Brigitte Seba. Elle a bien montré que c'était aussi une façon de réaffirmer ses compétences quand les journalistes allaient dans les établissements scolaires. Donc, et également, ça les remue un peu parce que du coup, ils voyaient la réception des élèves de leur travail. Pas simplement en termes de méfiance et confiance, même si on parlera après, mais ne serait-ce que le message lui-même, la signification même qui était appréciée très diversement par les élèves. Ça. Bon, enfin... Passons. Non, ça c'était mon premier point, je n'ai pas la réponse et je vous dis que je vous propose dans 3-4 ans d'aller rencontrer Nathalie Noailles. Et le deuxième point, faire venir, ça c'est un avis personnel, faire venir un journaliste dans les classes, ça peut permettre aussi d'inviter des journalistes freelance qui ne sont pas dans les médias dominants. Parce que l'éducation aux médias, à l'information, c'est beaucoup... Elsa, ferme tes oreilles parce que le CLEMI quand même travaille beaucoup avec les médias dominants. Et je pense... et là, je pense que on a une évolution à faire de ce côté-là, sérieuse, tous, les enseignants, les journalistes et le CLEMI aussi, quoi. Voilà mes 2 réponses. Alors effectivement, le travail avec le journaliste pour le CLEMI, c'est évident. Pour moi, c'est important justement, le CLEMI, c'est le centre de liaison entre l'enseignement et les médias d'information. Donc cette idée de liaison et de travail et de co-construction de formation, ça me semble vraiment intéressant. Et effectivement, le CLEMI aussi... qui travaille notamment dans le cadre de la semaine de la presse et des médias dans l'école avec beaucoup de partenaires de médias, dominants notamment, mais aussi qui essaient de s'ouvrir quand même à toute ce qu'on appelle la vague des pure players qui est en train de se développer, des médias comme, je sais pas, comme Brut, comme Les Jours, ou des choses comme ça. C'est vrai qu'on essaye aussi de se rapprocher de ces nouveaux médias-là parce que je prends l'exemple de Brut qui est je ne sais pas si vous connaissez, c'est disponible uniquement sur les réseaux sociaux. Donc c'est sous forme de petites vidéos, souvent sous-titrées parce qu'on peut le regarder comme ça dans le métro, dans les transports sans avoir le son. C'est des formes de journalisme qui sont aussi en train d'émerger. Et quand on parle des pratiques des élèves, justement, ça c'est certainement des médias auxquels ils ont accès facilement et qui regardent. Donc nous, on se pose la question, comment s'en saisir, comment justement... c'est intéressant aussi de faire intervenir ces journalistes-là pour comprendre leur démarche, qu'ils puissent en discuter avec les élèves, etc. Donc il y a tout à fait... c'est une évidence, en tout cas, de faire intervenir les journalistes, oui. Pour le CLEMI, alors en tout cas en Ile-de-France, je ne sais pas si ça essaime ou pas, depuis quelques années propose une action qui s'appelle Renvoyé spécial. En fait, on fait intervenir un journaliste réfugié politique en France auprès des élèves. Et je trouve que justement pour contrebalancer toutes ces idées de théorie du complot, de la presse-nouement, où les journalistes sont vendus au pouvoir, faire témoigner des gens qui, au nom de la liberté d'expression, sont en danger de mort ou en tout cas ont dû s'expatrier. Je trouve que ça remet aussi par rapport à l'éducation aux médias tout un historique et tout aussi la prise de risque qui est aussi qu'on peut prendre en informant les gens. Donc ça remet pas mal de choses en perspective et faire venir des journalistes, c'est aussi faire venir ces journalistes-là et je trouve ça c'est intéressant. Bon, par contre, c'est très dur de les avoir. Si je peux me permettre, il y en a d'autres qui sont ici.
Je suis Albéric de Gauville, je suis vice-président de la Maison des journalistes qui organise cette opération Envoyé spécial en partenariat notamment avec le Clémy. Effectivement, ça fait 12 ans que ça existe et depuis une trentaine de fois par an, on va dans des classes. Ce sont des journalistes réfugiés, résidents ou anciens résidents qui vont dans des classes et qui témoignent de leur expérience. Et c'est absolument fabuleux parce qu'effectivement, il y a souvent une défiance vis-à-vis des journalistes. Et là, au vu de leur parcours, qui sont toujours dramatiques, ils ont été torturés, emprisonnés, expulsés, et il y a pas une mouche ne vole dans les classes quand ils racontent leur expérience. Et c'est absolument... Il y en a deux qui sont ici, d'ailleurs, une Burundaise et un Marocain, qui sont dans un autre atelier, dans un autre débat. C'est dommage qu'ils ne soient pas ici pour témoigner. Mais c'est une expérience qui est absolument formidable, et notamment grâce au Clémy. Il est 13h10. Moi, j'aimerais bien écouter vos questions s'il y en a. J'ai juste une petite question par rapport à la UNPJJ. Nathalie Simonet, conseillère à la DRAC Hauts-de-France. Par rapport aux éducateurs, est-ce que vous avez dans l'idée de vous former les éducateurs, que je comprenne bien, hein, pour qu'ils puissent intervenir auprès de vos jeunes, simplement en termes éducatifs, ou bien on peut former des éducateurs sur le fond pour eux, en tant que personnes, pour eux-mêmes? C'est ça le sujet. Parce que, ouais, je vois que vous ne me suivez pas. Non, mais pas... Ça aide à la prise en charge. Non, mais ce que je veux dire, je vous en prie, ce que je veux dire, c'est que nous, on s'interroge beaucoup sur, justement, les éducateurs qui travaillent dans les centres de loisirs, les éducateurs qui travaillent au sens large. J'ouvre le débat, si vous voulez. Hein. Les éducateurs qu'on peut retrouver à l'ENPJJ, mais qui peuvent aussi intervenir dans d'autres structures, etc. Donc, je me posais la question de la formation de base des éducateurs à l'éducation aux médias et à l'information, pour eux en tant que citoyens aussi, parce que souvent on s'aperçoit quelquefois de leur manque de connaissances, etc. Et parfois aussi une position un peu curieuse qu'ils ont eux-mêmes dans leur pratique. Voilà, c'était par rapport à ça. Merci. Pour le coup. Alors, deux petites choses. D'abord, on va préciser les choses. Donc, nous, on forme effectivement les éducateurs du ministère de la Justice. Les éducateurs, par exemple, de la protection de l'enfance, etc., sont formés par les écoles de travail social. Il y a l'IRTS ici à Los ou des choses comme ça qui s'en occupent et qui forment effectivement les éducateurs. Et je vous invite, alors j'essaye de ne pas trop parler à métier, mais je vous invite effectivement aussi à distinguer si éducateur d'animateur. Bien souvent, s'il y a des confusions dans les centres de loisirs, en général, c'est des animateurs qui c'est pas des éducateurs. Les éducateurs, c'est ceux qui effectivement ont des mandats d'intervention pour agir sur les publics qui présentent des problématiques spécifiques. Nous, on s'occupe essentiellement des problématiques liées à l'entrée dans la délinquance ou à la violence très violente des familles. Mais c'est vrai que notre fonds de commerce, c'est un petit peu quand même les jeunes délinquants. Donc ça, c'est sur le point. Par contre, effectivement, je vous renvoie complètement sur la deuxième partie de vos remarques. On sait très bien que sur un certain nombre de sujets, l'éducation média, on pourrait par exemple évoquer chez nous, qui me fatigue tout autant, l'éducation à la santé. Effectivement, on demande effectivement à des éducateurs d'avoir des postures, des compétences, des connaissances vis-à-vis des jeunes. Et parfois, on se découvre avec surprise qu'eux-mêmes ne sont pas réellement à l'aise avec ces sujets. Et par exemple, quand on va, vu que tous les éducateurs sont formés à partir d'un certain fonds en sciences humaines et sociales, et on constate effectivement, avant même de rentrer dans les méthodologies d'intervention, il faut vraiment inviter les personnels éducatifs en formation initiale à s'interroger sur effectivement les discours qu'il y a dans la société, les débats, et à rejeter effectivement des certaines connaissances de sens commun qu'ils peuvent avoir, n'est-ce que sur la représentation des jeunes. Je donne un exemple où j'évoquais effectivement le fait que notre école est à Roubaix. Roubaix, qui est quand même une ville un peu particulière, hein, comme effectivement ville la plus pauvre de France. Donc on est en plein centre de Roubaix. À 3 rues de là, c'est le Roubaix un peu plus traditionnel, avec tout ce qu'on peut imaginer, etc. Et qui est à peine inventé en plus quand comme moi, on habite Roubaix. Et quand les stagiaires rentrent et qu'ils arrivent à l'école, et qu'ils découvrent l'école qui va les accueillir pendant 2 ans, ils voient Roubaix, ils se disent « Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette ville, qu'est-ce que c'est que cette misère, etc. » Et pour nous, c'est génial, parce que nous, on les dit « Écoutez, si vous êtes, dès le premier jour, surpris de ce à quoi ressemble Roubaix, avez-vous sûr d'avoir choisi le bon métier ?» Effectivement, Roubaix devient effectivement le moyen de travailler sur leur propre représentation. Et l'éducation média, c'est ça. Par exemple, des choses qui nous renvoient sur l'éducation média, c'est par exemple concerne Facebook. On dit aux éducateurs, Facebook est devenu un lieu d'expression, alors plus ou moins contrôlé, un lieu d'expression des personnalités. On sait très bien, certains travaux sociologiques montrent effectivement que la manière dont les jeunes affichent des choses, c'est quelque chose qui est dans l'ordre de l'autofiction, et donc effectivement ça donne des indications sur la personnalité qu'ils en mettent, etc. Sauf que les stagiaires ont du mal à s'y mettre,
parce qu'eux-mêmes sont sur Facebook. Et en fait, les processus qu'on leur demande de démonter concernant effectivement la consommation de Facebook des mineurs sont aussi leurs propres processus à eux de consommateurs de ces médias-là. Et donc effectivement faire l'éducation média, c'est aussi faire leur éducation média. Et là je vous rejoins tout à fait. Et c'est des précautions effectivement qu'on doit prendre. D'où l'intérêt d'ailleurs de faire intervenir des personnes extérieures. Parce que quand c'est nous qui venons de la boutique leur expliquer des choses de la boutique, des fois, ils peuvent nous prendre de haut. Quand c'est effectivement des professionnels, soit universitaires, soit des praticiens effectivement du Clémy ou des journalistes qui viennent effectivement exposer ces choses-là, bah, ça prend peut-être un autre écho chez eux. En tout cas, on les invite à s'interroger sur leur propre présentation. Et l'éducation à la santé, c'est la même chose. Quand on demande effectivement à des éducateurs d'aborder des sujets un peu complexes de contraception, etc., encore faut-il qu'eux aussi soient à l'aise avec ces sujets-là. Donc on le voit. Effectivement, il y a quelque chose de ça. Ça touche quelque chose de leur personnalité aussi. Vous avez raison. C'est des choses qu'on retrouve chez les enseignants aussi, justement, si on reste sur l'exemple de Wikipédia, on sait très bien que les élèves s'informent principalement par Wikipédia, enfin en tout cas, c'est la page sur laquelle ils vont le plus rapidement. Les enseignants aussi font leur cours avec Wikipédia. Et le discours institutionnel, c'est de dire aux élèves, enfin quand on n'y a pas trop réfléchi, ah là là, n'allez pas sur Wikipédia, l'information n'est pas fiable, etc. Donc de la part des enseignants, on est sur le même problème, c'est-à-dire qu'ils ont des pratiques et le discours institutionnel va à l'encontre de leurs pratiques. Et dès que les élèves s'en rendent compte, parce qu'il y a un moment ils s'en rendent compte, quand ils vont sur Wikipédia, qu'ils se rendent compte que le début de l'article, c'est exactement le début du cours que le prof leur a donné en photocopie. C'est vrai. On n'a plus aucune crédibilité sur le discours qui est donné, puisqu'on leur dit de ne pas faire des choses qu'on fait nous-mêmes. Et je ne rentre pas dans tout ce qui est téléchargement, etc. Bon, voilà. Moi, je trouve que la complexité, c'est qu'en fait, les médias, c'est quelque chose de vivant, c'est un matériau vivant, et en fait, qui demande une formation continue, parce que les professeurs, souvent, utilisent les médias mais comme moyen pour parvenir à une discipline, et interroger les médias en soi, ça demande effectivement une connaissance et des fondamentaux de base qui sont difficiles pour nous, professeurs, à acquérir après la formation initiale. Et moi, je pense tout à l'heure, par rapport au rôle des journalistes, c'est vraiment, je pense, nous dire ce que c'est qu'un journaliste aujourd'hui, parce que c'est vrai que dans notre cursus, on a travaillé un peu ce que c'était que les médias, mais je veux dire, aujourd'hui, effectivement, avec les nouveaux médias numériques, etc., enfin, les Twitter, tous journalistes, enfin, c'est des thèmes qui sont abordés par le Clémy. Mais c'est vrai que radicalement, tout a changé et tout change régulièrement. Donc, c'est pas simplement, effectivement, le fait d'avoir fait 1 ou 2 stages dans sa vie qui permet de pouvoir assurer un cours et d'être au fait devant des élèves qui peut-être utilisent, enfin, je pense à Twitter, etc. Donc, la complexité, c'est complexe quand même d'éduquer aux médias parce que ça demande un investissement très important, je trouve. Donc, il y a une difficulté quand même entre le pas d'heures données à des enseignements et en même temps la quantité d'heures qu'il faut pour être capable d'avoir un discours qui se tient. Voilà. Pour rebondir là-dessus et vous, du coup, vous posez aussi la question. Effectivement, moi, à un moment donné, je voulais vous demander quels étaient les enjeux qui traversaient actuellement l'EMI, mais peut-être que ce serait plus intéressant de s'interroger sur... tout à l'heure, vous parliez de savoir théorique, vous parliez de savoir théorique à donner aux enseignants, donc ils ont besoin de savoir théorique pour faire leurs ateliers ou leurs cours. Est-ce qu'il y a des choses comme ça, des savoirs théoriques, peut-être des démarches ou des manières d'appréhender l'EMI qui ne changent pas, c'est-à-dire qui peuvent s'adapter à aux évolutions perpétuelles du monde médiatique, comme vous le disiez. Donc, en fait, c'est complexe en ce moment, mais c'est tout le temps complexe, il y a tout le temps plein de mini-révolutions. Est-ce qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles on peut se reposer, des savoirs théoriques, voilà. Le cadre conceptuel de l'éducation média a été posé, il est toujours valide. Ne serait-ce qu'on en a parlé lors de la table ronde, c'est que les jeunes continuent, les ados, peut-être pas les plus grands, mais à regarder le JT avec leur famille, voir les émissions avec leurs grands-parents, parce que c'est aussi un côté relationnel, regarder une émission. Notamment dans les grandes villes, ils lisent la presse gratuite, ou du moins ils ont un usage parfois relationnel pour s'amuser avec les camarades. Il y a des tas... il y a à la fois il y a des objets médiatiques qui sont les mêmes et qu'il faut continuer, tout ne se passe pas dans Internet, et d'autre part c'est un cadre qui a été très bien pensé, bien catégorisé, on sait désormais les différentes approches, ce qu'il y a dedans, etc. Et certainement il faut néanmoins, c'est David Buckingham qui le disait dans son post de blog récemment, c'est un chercheur anglais qui travaille là-dessus depuis longtemps et qui a des idées vraiment intéressantes.
Il faut simplement essayer de retravailler ce cadre conceptuel de base sur certains points, parce que Facebook, ce sont aussi des pratiques, à la fois des stratégies des GAFAM, qui ont un certain nombre de pratiques, mais aussi les gens, la circulation de l'info. Bon, il y a des choses à rajouter, mais il y a quand même un cadre conceptuel qui est là. Enfin, Alors, moi, ce qui me semble vraiment important en EMI, c'est justement de se détacher de l'entrée par outil. Qui fait que, évidemment, dès qu'on va s'intéresser à quelque chose, à une application, on est déjà dépassé. Je veux dire, à partir du moment où on a commencé à investir Facebook, ils sont tous partis. Et puis, ils nous attendent pas. Mais de toute façon, par exemple, si on a si on enseigne des réflexes, par exemple, ou des méthodologies de vérification de l'information, je prends cet exemple-là, ça va être toujours la même chose. Peu importe, en fait, à quel média je vais être confrontée, il va toujours falloir que je me pose les mêmes questions. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, fiabilité, crédibilité, pertinence de l'information. Peu importe, en fait, finalement, le média par lequel ça transite, ces principes-là, ils sont fondamentaux, en fait, et l'enseignement de l'EMI, il doit être là-dessus, à mon avis. C'est ces compétences fondamentales-là qu'il faut enseigner, plus que comment je fais pour poster quelque chose sur Facebook ou retweeter, ou etc. Sortir vraiment de la pédagogie de l'outil et vraiment ancrer ça, à mon avis, sur des fondamentaux et sur des réflexes, la pédagogie du doute, finalement, face à l'information, etc. Juste à ce que tu viens de dire, simplement, il faut plusieurs approches pour vérifier l'information. Il faut avoir des connaissances socio-éco, il faut avoir des connaissances sur les critères à appliquer de pertinence, de crédibilité. Ce qui change aujourd'hui, c'est qu'il faut mêler les approches. Elles sont déjà là, plutôt bien bâties. Moi, je dirais qu'il y a trois points de vigilance si on veut travailler sur l'EMI. La première, c'est de partir des socialisations familiales des élèves, de bien garder en tête les inégalités sociales qui renforcent le non-accès à l'information et qui mènent après. Il y a une enquête qui a été faite par l'INGEP il n'y a pas très longtemps sur le fait que les élèves qui n'ont pas eu cet accès à l'information après se retrouvent dans une exclusion sociale, puisque maintenant c'est par les réseaux sociaux, même Pôle emploi, il faut maîtriser un peu Internet et les réseaux sociaux pour accéder aux offres d'emploi. Et c'est ces personnes-là qu'on retrouve après dans la population de jeunes un peu à la marge, de familles monoparentales ou de personnes âgées qui n'ont pas eu cette éducation aux médias, à l'information à l'école, ou en tout cas ça leur est passé au-dessus parce qu'on est parti du principe qu'ils savaient faire des choses qu'en fait ils ne savaient pas faire. Donc il y a un vrai rôle social à tenir. Donc partir des pratiques informelles des élèves en partant du principe qu'ils ne savent pas tous faire. Et puis avoir un minimum de culture informatique si on veut pouvoir dépasser l'outil, justement. Pour pouvoir passer d'une application qui nous intéresse à une autre, il y a un minimum de ne serait-ce que savoir un peu comment fonctionne Internet, un peu comment fonctionne le web, pas forcément pour l'expliquer aux élèves, mais pour pouvoir évoluer en fonction des outils. Vous allez manger, c'est ça? Allez-y. En 2 secondes, c'est que l'éducation aux médias ne doit pas concerner que les jeunes défavorisés. Et je pense qu'on ne va pas assez dans les beaux quartiers parce que les représentations médiatiques de groupes minorés, un travail avec eux serait vraiment essentiel. Ça aussi, je crois qu'il faut vraiment avoir le courage, tous et toutes, de le faire. Voilà, c'était juste ça. Les résidences de journalistes, justement, c'est que dans les territoires en politique de la ville. Moi, je pense personnellement que ce serait intéressant de changer justement de focale là-dessus. Ouais. Bon, merci d'avoir tué vos ventres qui gargouillaient.